N'adoptons pas les positions extrémistes de Courtois qui disaient au début du siècle qu'il n'y eut pas de romanisation d'Afrique du Nord, mais adoptons une vision scientifique tout à fait mesurée qui pourrait se résumer de la manière suivante. L'actuelle Tunisie fut quasi totalement romanisée. La partie orientale de l'Algérie aussi, toute la région du Constantinois. Sans les Aurès. Voilà, sans les Aurès qui restent un mode de résistance. De résistance et de guérilla permanent, quasi permanent. Les Aurès ne furent pas romanisés à l'exception de quelques postes militaires. À partir de la région actuelle d'Oran, un no man's land et l'actuel Maroc, c'est-à-dire la Maurétanie tingitane, ne fut quasiment pas romanisée. La ville de Volubilis n'est pas une ville romaine, c'est une ville berbère qui était déjà une capitale, une résidence princière et royale berbère que les Romains développèrent, amplifièrent, magnifièrent, mais Rome abandonne Volubilis dès le début du IIIe siècle, sous la dynastie des Sévères. Dès le début du IIIe siècle, Rome se replie sur le littoral, va garder sur l'Atlantique la région de Salé et de 2 ou 3 comptoirs, et va se replier au nord sur la région de Lixus et de Tanger. Pourquoi? Car Rome veut garantir le sud des Espagnes. La Maurétanie tingitane ne l'intéresse pas. Et là, un immense no man's land berbère, non romanisé, se maintient au sud de l'Empire romain et à l'ouest des zones romanisées de l'Afrique du Nord. Et ceci est fondamental, car il n'y eut pas de christianisation du monde berbère, de l'essentiel de l'Oranie, disons, jusqu'à l'Atlantique. Par exemple, au moment de la conquête arabe, nous en parlerons tout à l'heure, il y a 642 ou 647 évêchés dans toute l'Afrique du Nord. De la Libye jusqu'au Maroc, il y a près de 700 évêchés, ce qui donne une densité considérable d'implantation chrétienne. Eh bien, il n'y a que 2 évêchés dans ce qui est l'actuel Maroc. L'essentiel de ces évêchés se trouve en Libye actuelle, en Tunisie actuelle et dans l'est de l'Algérie actuelle. Toute la partie orientale du monde berbère demeure païenne. Le monde berbère de l'Afrique du Nord ouest n'est ni romanisé, ni christianisé, ce qui va avoir des influences tout à fait considérables dans la suite des événements. Alors cette romanisation est très inégale parce que les Romains vont quadriller la partie qu'ils occupent véritablement, et dans la partie qu'ils occupent véritablement, il ne faudrait pas croire que toute la population berbère devient une population romanisée, pas du tout. La romanisation va toucher essentiellement les populations urbaines. En revanche, la christianisation, qui va se faire essentiellement après la fin, ou dans la phase de grande décadence de l'Empire romain, va toucher les milieux ruraux. Ceci est tout à fait important, parce qu'il y eut une église berbère. Et cette église berbère va s'exercer, va se développer dans le monde rural. Donc, faisons bien attention de ne pas faire de contresens sur cette question. Alors cette église va être profondément divisée par toutes les hérésies que nous connaissons, les crises, le monde berbère chrétien nord-africain est un monde profondément traumatisé à la veille de la conquête arabo-musulmane, toutes les hérésies, l'invasion des Vandales, qui en fait ne concerne que la partie la plus orientale du Maghreb, car les Vandales ne font que passer dans le reste du Maghreb. Les Vandales qui sont acquis à l'hérésie arienne et qui vont profondément détruire tout le maillage catholique de l'actuelle Tunisie, et c'est eux qui vont achever de déromaniser cette partie de l'Afrique. Et les Byzantins vont tenter une reconquête sous Justinien. Ils réussissent cette reconquête, d'ailleurs ils chassent les Vandales qui sont restés un siècle à peu près. Le général Bélisaire, qui est le principal homme de guerre de l'empereur Justinien, débarque à Carthage, et là les Byzantins vont apparaître comme un corps étranger. Ils vont apparaître comme des colonisateurs, et ils vont être en butte à l'hostilité des Berbères. Et les Byzantins ne vont quasiment pas contrôler le monde rural dans la partie orientale de l'actuel Maghreb, donc dans la seule région dans laquelle ils s'installent, c'est la partie la plus orientale de la Tunisie. Et ils vont
relever les défenses, ils vont relever une partie des villes romaines, et cette présence byzantine va devenir une présence citadine. C'est eux que les Arabes appelleront les Roumis, les Roms, les Romains. Le nom de Roumi et de Romains désigne, chez les premiers conquérants arabes, les Byzantins. Les Byzantins, les soldats byzantins, les fonctionnaires byzantins. Et cette présence byzantine, qui va être totalement coupée des réalités berbères, ne peut pas peser un grand poids lorsque va commencer la conquête arabo-musulmane. Mais nous en parlerons après cette petite pause musicale, peut-être. Oui, Victoria, de nombreuses questions d'auditeurs. Quelques petites questions. Oui. Il y a une question qui va peut-être vous agacer. Si ce n'est pas trop indiscret, comment vous est venue votre passion pour l'histoire de l'Afrique et à quel âge? Dans le berceau et au biberon. C'est bien. Le mot berbère est le seul mot adéquat pour désigner les habitants de toute l'Afrique du Nord. Paradoxalement, les supposés spécialistes utilisent un mot on ne peut plus arabe pour désigner les berbères, kabyle, qui veut dire tribu. Ouais, ce mot a été apporté par les Arabes. Avant leur arrivée, il n'existait pas en Afrique du Nord. Précisons, Victoria, que nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge Bekech, dirigé ce soir par Bernard Lugan, avec Philippe Conrad et Dominique Vénère, et l'assistance de Victoria. D'où vient le nom de Chleu concernant les berbères de la montagne marocaine? Ah non, mais il y a une archéologie linguistique tout à fait intéressante à faire. Le mot Chleu, c'est le nom d'une tribu berbère, et ce nom est passé dans le langage militaire français par l'armée d'Afrique, et essentiellement par la division marocaine, lorsque, dans les campagnes de la guerre de 1914, la division marocaine est arrivée sur le front européen, sur le front français, et avait l'habitude de désigner l'ennemi qui était donc le berbère de cette partie de l'Atlas, le Chleu, et automatiquement l'allemand est devenu le Chleu. Et ensuite les Français ont désigné les Allemands sous le nom de Chleu, alors c'est un nom d'une tribu berbère. C'est un petit peu comme quand les unités sont venues d'Indochine, et en Algérie on parlait pas du FEL, on dit bon les Viettes, bon il y a le transfert sémantique qui se fait. Voilà, n'est-ce pas Dominique? C'est très intéressant. Très intéressant, je trouve que dans le vocabulaire militaire qui est si riche, dont on ne connaît pas toujours les origines. Par exemple, il y a un mot qui apparaît dans le vocabulaire français de la guerre d'Algérie, qui est l'un des plus jolis mots, je trouve, qui est plein de richesse. J'en ignore personnellement l'origine, même si je l'ai utilisé très tôt, c'est le terme de crapahut. Ah oui. Alors, je pense qu'en réalité, ça était une déformation de crabotage. Le crabotage des véhicules 4x4, des véhicules tout-terrain, et on est passé de crabotage à crapahut, je suppose que c'est ça. Là, nous allons avoir 10 à 15 messages militaires qui vont donner une explication, et j'en suis persuadé. Certainement. Rapidement. Originaire du centre de la Tunisie, berbère de père en fils depuis la nuit des temps, et spécialiste de la langue berbère, nous signale donc que le mot elarbi est un mot étranger à la langue berbère, car arbi signifie littéralement l'arabe. Quant à la langue berbère, elle a une forte similitude avec le phénicien. Carthage, mot phénicien, a une similitude, presque la même racine que l'ancêtre de la langue arabe et de l'araméen. C'est le sabéen. Non, je l'ai expliqué. Les langues sémitiques, dont le phénicien, dont l'hébreu, dont l'arabe, l'égyptien ancien et le berbère partagent la même matrice linguistique, le même ancêtre linguistique. Il est donc normal que l'on retrouve des similitudes. Ces langues ont un grand-père commun qui se situe il y a 20 000 ans. Et c'est à partir entre 20 000 ans et 15 000 ans que ces trois rameaux éclatent. Donc il est normal que l'on retrouve des racines communes. C'est pour cela qu'on a longtemps cru que les berbères venaient d'Asie. Dans ce vieux schéma du XIXe siècle que l'on connaissait, et d'Orient vient la lumière, tout a été rattaché à l'Asie ou au Moyen-Orient, et l'on a pensé que les Berbères venaient de l'Est. Effectivement, l'archéologie montre qu'ils viennent de l'Est, puisqu'ils viennent par le mouvement de la vallée du Nil à travers l'ouest saharien. Mais en fait, ils viennent de la région, leurs ancêtres, il y a 20 000 ans, habitaient entre l'actuelle Éthiopie et l'actuelle Érythrée. Les ancêtres des Hébreux, les ancêtres des Phéniciens, les ancêtres des Arabes, les ancêtres des anciens Égyptiens et des Berbères. C'est tout à fait intéressant. Pouvez-vous nous donner votre avis sur les travaux de Jean Servier sur l'Afrique du Nord et la Kabylie, ainsi que sa compréhension politique de l'Afrique du Nord? Oui, c'est tout à fait intéressant, tout à fait passionnant, au point de vue ethnologique.
Pour le moment, c'est terminé. Oui, nous en étions, Philippe Conrad, je crois, au moment de la conquête arabe. Oui. Nous avions évoqué la période de l'Afrique romaine. Oui. Alors, effectivement, à partir du 7e siècle, à la fin du 7e siècle, c'est l'invasion arabe. Fin du 7e siècle, cette Afrique du Nord est totalement berbère. Elle est à 100% berbère. Il y a quelques dizaines ou quelques centaines de Byzantins, il y a quelques descendants de Vandales, tout ce que l'on voudra, mais l'on peut dire que ethniquement, c'est un monde berbère qui n'a pas bougé. Et ce monde berbère va être profondément bouleversé par la conquête islamo-arabe. Nous définirons bien ces deux termes tout à l'heure, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et ce monde berbère est un monde qui va supporter le premier choc dans sa partie la plus orientale, puisque les conquérants qui viennent de prendre le nord de l'Égypte, qui viennent de prendre l'actuelle Libye, donc la Cyrénaïque et la Tripolitaine, arrivent dans le sud de la région de la Tunisie actuelle. Et là, à Sbeitla, l'actuelle ville de Sbeitla, les Byzantins font face. Et les Byzantins sont commandés par l'exarque Grégoire, qui va livrer une piètre bataille. Grégoire n'a pas de cavalerie, quasiment pas de cavalerie, il a des fantassins, et sa force, ce sont les fortifications. Les cavaliers, les Arabes, n'ont pas de fantassins, mais ils ont une cavalerie. Il suffisait que les Byzantins attendent à l'abri de leur rempart, que le raid passe pour rester maître du terrain. Or, les Arabes vont tendre un piège dans lequel va tomber le chef byzantin, ils vont faire semblant de reculer à la suite d'un assaut ayant échoué sous les remparts de Sbeitla, et les Byzantins vont penser qu'ils sont en déroute, ils ouvrent les murailles, les remparts, et ils ouvrent les portes, et ils se précipitent à la poursuite des fuyards. Et là, la cavalerie est dissimulée, fait un mouvement en faux, qui liquide complètement les Byzantins, le chef byzantin est tué, sa fille est faite prisonnière, une défaite absolument totale, mais cette défaite totale n'ouvre pas les portes de l'Afrique du Nord aux Arabes, car les Byzantins sont solidement retranchés dans toute leur garnison. Au bout de quelques mois, les Arabes repartent vers l'Est, plusieurs tentatives ont lieu, et les Byzantins vont petit à petit être battus. Ils vont petit à petit être battus et les Arabes vont agir d'une manière tout à fait judicieuse. Ils vont comprendre que les Byzantins sont des corps étrangers dans cette partie de l'Afrique et qu'il est inutile d'affronter les Byzantins qui sont abrités derrière leurs puissantes murailles. Ils vont les isoler et ils vont s'en prendre aux Berbères. Ils vont essayer d'islamiser les Berbères de façon à isoler les garnisons byzantines au milieu d'un monde qui leur sera hostile. Et là, les Arabes se trompent dans leur analyse, car les Berbères vont résister. Et les Berbères vont farouchement résister, et les Berbères vont présenter un front, pour la première fois uni. Ils vont réussir à s'unir sous un chef qui s'appelle Xeila, qui est probablement originaire de la région des Aurès. Et sous la direction de ce chef Xeila, les Arabes sont repoussés. Ils sont repoussés plusieurs fois. Ils vont même être chassés de leur camp, qui est la ville de Kérouan. En arabe, Kérouan, c'est le camp. Plusieurs fois, Kérouan va être prise, rasée par les Berbères. Les Byzantins vont venir au secours des Berbères, mais ce sont les Berbères qui mènent l'essentiel du combat, jusqu'au moment où les Arabes vont réussir à écraser les Berbères. Ils vont réussir à prendre la ville de Carthage, donc il n'y aura plus pour les Berbères de possibilité d'un appui par une armée dite classique, et petit à petit, ils vont être réduits avec les derniers épisodes de résistance que nous connaissons bien, la Kahina, personnage mythico-légendaire, mythico-historique, on ne sait pas très bien qui elle était, l'on sait où elle est morte à peu près, les dernières résistances berbères.